Bonjour, bienvenue au webinaire donc digitalisation des parcours clients et on va parler de levier de réussite sur ce beau sujet. Merci à vous d'être présents. Donc on a aujourd'hui différents participants, ceux qui viennent de Webikeo, de LinkedIn, les abonnés de différentes factories, merci à eux. Et puis merci à ceux qui viennent du Meetup Design des services. Alors, on a parlé de pas mal de sujets ces derniers temps sur Webikeo. On a parlé de cartographie, on a parlé de persona. Et puis, on s'est dit qu'il y avait un beau sujet qu'on n'est pas encore adressé, qui était le digital et les parcours clients. Et aujourd'hui, on a préparé une belle synthèse des sujets qu'on a adressés avec nos clients au cours de ces derniers mois et de ces dernières années, avec un dilemme. Souvent, qui est l'alignement des équipes, qu'elles soient marketing, relations clients, digital, opération, j'en oublie, DSI, etc., avec des visions qui sont parfois morcelées ou contradictoires. Donc, on va essayer de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, on va aujourd'hui exprimer nos convictions sur le sujet, ce qu'on a vu qui fonctionnait, qui était de repartir de l'humain, de repartir de ce qu'on appelle avec un mot anglais la customer centricity, c'est de revenir sur les usages et qu'est-ce qu'on doit être amené à optimiser en regardant les usages humains dans ce monde en fait qui est de plus en plus connecté. Donc on va parler de ces cinq leviers de digitalisation. On va également parler de méthodes à la fin et d'étapes de digitalisation, voilà, et en mentionnant notamment, en spécifiant, en rappelant que le design thinking nous permet de faire un certain nombre de choses et on va repréciser en quoi cette pensée, qui n'est pas magique, peut nous aider à accélérer la digitalisation à bon escient en repartant de l'humain. Voilà, alors vous avez un petit chat qui est à votre... Alors pour les habitués, vous savez, mais ceux qui ne sont pas habitués, vous avez un petit chat avec des petites bulles sur votre écran à votre droite qui permet de dialoguer, car nous sommes dans un mode asynchrone, et on va l'utiliser incessamment sous peu. Alors pour les questions, je peux les aborder, alors je vais regarder, comme je suis tout seul aujourd'hui, il n'y a pas personne de l'équipe. Je vais regarder les questions au fur et à mesure. Je vous répondrai au fil de l'eau et si je n'ai pas répondu, je répondrai à la fin du live. Dernière chose, le document, alors il n'est pas téléchargeable immédiatement, on vous l'enverra a posteriori. Désolé pour ceux qui voulaient télécharger absolument tout de suite le document. Donc on enverra à tous les participants. Pour ceux qui sont en replay, on vous l'enverra également. Et si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous écrire. hello@differentfactory.com. Qui je suis? Donc Philippe Neveu, fondateur de Different Factory, donc une agence cabinet conseil notamment en design, en transformation d'expérience client et en design de service. Donc nous sommes un certain nombre d'ambassadeurs autour de ces sujets, design de futurs parcours, et également ambassadeur du design de service et de ce qu'on appelle en fait le changement par le design. Auparavant, je œuvrais chez SFR en tant que directeur marketing des services, expérience client aussi du côté des aéroports de Paris, et avant j'étais chez Mickey dans une autre vie au marketing de chez Disneyland. Voilà pour les présentations. Alors, petit chat. On va faire une petite interaction. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème technique? Donc, je vous dis bonjour à tous. Il y a 250 inscrits. Je vois que ça monte l'audience. Bonjour Virginie, la première à réagir. Bonjour à tous. Alors, question. Je vois que déjà, bon, tout est OK. Question pour vous connaître. Quel métier faites-vous? Ça me permet d'avoir un petit tour d'horizon. Vous pouvez répondre pendant que je présente rapidement différentes factories
Qu'est-ce que fait Different Factory? Alors, nous faisons, petite page de publicité, de la transformation autour du client. Donc, on a des méthodes en fait, qui sont très centrées autour du client, ce qui permet de réinverser les logiques produits vers les logiques clients. On est évidemment sur les problématiques d'expérience et de parcours. Client en audit et sur le futur. On est sur le design d'offres de services et le design de services. On est très féru des conceptions de parcours futurs. On aura d'ailleurs un webinar dans ce sens-là le 12 octobre. On est également sur les problématiques de posture de service et de référentiel de service sur lesquels on travaille. Et on travaille beaucoup grâce à l'intelligence collective. Alors, les métiers. Tout est OK, tout est OK. Lead CSM, responsable animation et communication client, DSI, bienvenue au DSI aussi. Nous avons beaucoup de DSI dans nos sujets, nos ateliers, chargé de projet de service client, responsable marketing com, RF, chargé de projet marketing industrie, communication corporate. Donc on a un spectre en fait assez large. Les leviers qu'on utilise, c'est l'accompagnement collaboratif. On fait de plus en plus du coaching d'équipe. C'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place d'eux, on accompagne les équipes au fil de l'eau sur des accompagnements qui peuvent durer plusieurs mois pour les accompagner sur les méthodes notamment. Alors, hop là, petite erreur de manip. Attendez, je range le module de chat. Nous y voilà. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des enjeux de la digitalisation et de la digitalisation des parcours clients, des 5 leviers clés en fait, de la digitalisation. Qu'est-ce qui, au final, doit articuler un projet de digitalisation des parcours? Et on va voir en dernier lieu quelles sont les étapes et la méthode pour y arriver et réussir en mode sans échec. Un premier petit chiffre en guise d'introduction et d'apéritif, un chiffre marquant qui date de 2021, paru en 2022, plus 348% de nombre de pages vues par session en 2021, aboutissant à une transaction, donc une moyenne de 22 pages. C'est pas rien. Pour ceux qui douteraient du fait que les clients s'informent de plus en plus avant d'acheter, de cliquer et d'acheter, vous avez un chiffre ici qui est assez parlant. On parle de web, évidemment, on ne parle pas d'autres moyens de contact. Les enjeux de la digitalisation. Notre conviction sur ce sujet, c'est qu'une digitalisation, une bonne digitalisation qui crée de la valeur doit partir de l'humain. Elle ne doit pas partir de problématiques techniques. Je pense qu'un certain nombre de DSI en fait, en sont conscients, ou de personnes en fait, qui sont en back-office. On a vu de pas mal d'erreurs, nous, dans des boîtes privées ou publiques, de digitalisation forcée sur des publics qui n'étaient pas forcément mûrs, ou qui n'avaient pas forcément le bon angle. Évidemment, ça crée des drames. Une digitalisation réussie est celle qui offre une expérience digitale qui va être positive aux clients. Donc, elle doit partir d'une bonne écoute, une bonne compréhension des usages actuels. Donc, à éviter une digitalisation qui ne part que de problématiques techniques ou de problématiques de coût. Derrière ces enjeux de digitalisation, on a souvent deux visions qui peuvent se corroborer, mais qui peuvent être parfois contraires. C'est d'un côté une vision client, et de l'autre côté, en fait, une vision qui va être une vision technique des choses, une vision en fait économique. Du côté des coûts, on a le fait d'agir sur des modèles de coûts, modèles de productivité, et de l'autre côté, on a une vision client qui est plus sur l'anticipation des nouveaux usages, le fait d'être plus connecté, etc. C'est des choses qu'on va voir tout à l'heure. Évidemment, une bonne digitalisation va être le fait de prendre en considération ces deux visions, la vision client, mais aussi la vision économique, et ne pas privilégier l'un aux dépens de l'autre. Ça, c'est clé, et souvent on voit malheureusement des erreurs en la matière. Je regarde en fait les premières questions, non, c'est d'autres réponses sur les métiers. Alors,
Quels sont les 5 leviers clés? On a passé un petit peu de temps sur ces 5 leviers clés pour voir au final, sur les dernières années, les derniers mois, quels sont les leviers clés en termes de drivers humains qui doivent présider en fait à une bonne orchestration de la digitalisation. On a trouvé 5 drivers que voici. Attention, le slide qui vaut cher. Le voici. 5 leviers clés qui viennent des insights évidemment et des usages. Le premier levier clé qui doit être transversal, évidemment, à l'ensemble d'une organisation, et c'est souvent, en fait, ce que l'on voit, c'est ce manque de transversalité sur ces drivers clés, si tant est qu'ils aient été bien identifiés. Et ça, c'est valable quels que soient les secteurs, que l'on soit en B2B ou que l'on soit en fait en B2C. Ce qu'on voit, nous, c'est ces drivers clés qui doivent présider une bonne orchestration de la digitalisation. Premièrement, l'attractivité et la fiabilité. Deuxièmement, le digital peut agir fortement et contribuer fortement à l'ultra-simplicité et à la facilité. Le digital peut nous aider aussi très fortement à la personnalisation et la proactivité client. Quatrième levier, c'est l'autonomie et la flexibilité, qui est une forte demande aujourd'hui dans un monde ultra connecté. Et la forte demande, l'insight majeur, le meta-insight, si vous voulez, c'est l'interaction, la qualité des interactions et la nécessité de prendre en compte le temps réel. On voit pas mal de secteurs qui n'ont pas pris conscience encore. Encore un exemple, en fait, notamment dans les syndics de copropriété, je vais revenir sur des beaux exemples là-dessus, qui sont absolument dans un mode asynchrone et encore dans le monde du papier, et sur des très grandes marques. On va passer en revue des exemples qui sont des exemples... tiens, ça ne passe pas. Ça ne veut pas passer, je suis obligé de passer en autre mode. Le premier, non, il m'a passé. Premier driver, c'est l'attractivité et la fiabilité. Ce que l'on a dans l'attractivité et la fiabilité, qu'est-ce que l'on a derrière comme driver humain? Donc vous avez à votre gauche les drivers humains complémentaires à l'attractivité et la fiabilité. Ce sont l'accessibilité, la transparence, notamment des contenus et des informations. On va vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples très concrets et après des illustrations. Première chose que l'on peut trouver, c'est évidemment, je ne vais pas développer, c'est la pertinence de l'information. Et là, il y a beaucoup de webinaires sur le SEO, le SEM, donc le fait de trouver et d'identifier de l'information pertinente sur le web. Je passe là-dessus, qui est un sujet très développé. Le langage des contenus, notamment les personas, nous permettent de développer des langages de contenu et de l'information sur les offres qui soient adaptés. Et le digital nous permet de le faire en mode réel. On trouve souvent dans différents secteurs des moteurs de recherche internes qui sont très mal foutus. La clé d'entrée, c'est quoi? C'est de trouver de la bonne information avec le langage en fait, des clients, le langage du persona, le langage du profil client. Voilà, avec des moteurs, en fait, c'est des méthodes en fait, de tri qui nous permettent d'être très adaptés, de trouver très rapidement en fait, de l'information est un sujet clé. L'accessibilité de l'espace personnel est un sujet fondamental dans pas mal de domaines, notamment dans le domaine du service, notamment les mutuelles, les assurances, etc. On trouve des lacunes sur la transparence de l'information. Les énergéticiens aujourd'hui en font les frais. Ceux qui ne sont pas transparents sur leurs tarifs font pas mal de frais de départ client qui vont sur les opérateurs plus transparents, les opérateurs de téléphonie également. Et puis on a, par exemple, comme levier du digital, des simulateurs, tout ce qui est simulateur dans le crédit, dans l'immobilier, ou des visionneurs, évidemment, sur lesquels le digital va nous aider fortement à répondre à ces attentes d'attractivité et de fiabilité. Alors, un exemple très concret, ici, la néobanque N26. Qu'est-ce que promet la banque N26 en matière de fiabilité d'information et de qualité d'information? C'est... attendez,
Pourquoi il m'est passé? Non, c'était pas celui-là. Pardon, excusez-moi. C'est Husqvarna, je voulais passer d'abord. La qualité d'information et la fiabilité de l'information, en fait, en premier lieu. Husqvarna, pour lequel on a travaillé, avait une problématique de garantie et d'actualisation en fait, des garanties. Ce qui a été activé ici, c'est le suivi de l'entretien via des alertes, un système d'alerting en fait en SMS et une accessibilité de l'espace personnel, c'est-à-dire une ultra facilité à accéder à mon espace sur lequel j'avais le récap de toutes mes garanties et un alerting en temps réel via du SMS. Un deuxième exemple, où on parle d'accessibilité de pédagogie, la mutuelle Alan, par exemple, va expliquer de manière très pédagogique son offre de manière ultra simple. En quoi nous aide le digital ici? C'est avoir des systèmes de clics et de visualisation qui permettent de clarifier une offre qui est souvent très complexe, notamment dans les mutuelles. Pour ceux qui viennent du monde de la santé, évidemment, c'est souvent très, très compliqué à expliquer. Alan est assez exemplaire en la matière avec des systèmes de tableaux et d'offres sur lesquelles je peux cliquer pour avoir une plus grande clarté sur mes offres. Je regarde un petit peu les questions. Alors Isabelle, il faut parfois actualiser votre page. Ça permet souvent de revenir en fait sur les bons slides. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Si vous en avez, je regarde le chat au fur et à mesure. Notre deuxième levier clé, ça va être de contribuer à l'ultra-simplicité et la facilité. De quoi parle-t-on? Quand on parle d'ultra-facilité et de simplicité, on parle de fluidité, évidemment de proximité marque, de proximité de mes services ou de mes produits. La facilité, évidemment, va contribuer à cette meilleure proximité. Vous allez voir qu'on ne parle pas de fonctionnalité digitale. On lutte beaucoup, nous, sur ce vocabulaire qui consiste à dire je vais ajouter telle ou telle fonctionnalité digitale et ça va faire l'objet d'un chantier et on active en fait la digitalisation de cette manière-là. C'est pas si simple que ça. L'onboarding, typiquement, est un sujet qu'on trouve dans de nombreux secteurs. On a travaillé pour des grands intégrateurs des ESN, des entreprises de services numériques notamment. Et l'onboarding est un sujet, ce n'est pas une fonctionnalité. Tant que vous n'avez pas écouté les clients, vous ne pouvez pas comprendre en fait, cette problématique de global mode onboarding et donc de souscription digitale. On a des sujets derrière qui est ce qu'on appelle once and done, c'est-à-dire une souscription unique. Dans des secteurs, notamment dans la banque, on a des multi-souscriptions. À chaque fois que je reviens sur un produit, j'ai mon formulaire et je dois remplir un formulaire que j'ai déjà. Donc, il y a, évidemment, ça, c'est un irritant client qui fait que ça génère pas mal de départs clients. Recommandations sur l'historique client, le e-contrat, donc une simplification du contrat en digital, avec du visual design. On a des sujets tels que le processus no paper, c'est-à-dire éviter du processus papier. On va revenir sur des exemples. La signature électronique, évidemment, dont on parle beaucoup. La reconnaissance faciale intervient beaucoup maintenant en guise de signature. Des assurances comme Limonade, une assurance israélo-américaine, en fait, a été assez innovante en fait, en la matière. Exemple, N26 agit sur la simplicité avec une souscription en 8 minutes. Faites-le, vous pouvez recevoir en fait une carte. C'est la promesse et bien souvent, elle est tenue. Promesse de simplicité. On est intervenu auprès de Casden, Banque Populaire. Vous voyez ici un écran actualisé donc, un an après le projet. Action sur la simulation personnalisée en 10 minutes. Donc la capacité à simplifier les simulations et pas attendre le rendez-vous client pour faire une simulation de prêt bancaire. A été aussi améliorer la communication autour des 5 étapes pour devenir propriétaire. Donc, c'est cette capacité à simplifier les processus derrière les parcours clients, mais également à bien communiquer. Et vous voyez ici une étape de digitalisation des documents, c'est-à-dire que plutôt que d'apporter à mon banquier l'ensemble des documents papier, j'ai la possibilité de les déposer
sur une forme de Dropbox l'ensemble des documents pour libérer du temps de qualité sur l'étape d'après, qui est le rendez-vous avec le banquier. Donc, vous voyez que ceci n'est pas une fonctionnalité, c'est qu'à un moment, c'est bien penser de A à Z sur l'ensemble du parcours client dans sa transversalité sur ces aspects de simplicité. J'espère que c'est clair. Alors, on est en mode asynchrone. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois que l'audience a augmenté. Bon, on n'est pas sur TF1, mais quand même. Et bienvenue à ceux qui sont en replay, qui vont regarder ça dans quelques heures ou quelques jours. Je précise donc le document pourra être téléchargeable en mode replay normalement, si tout va bien. On enverra le document à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Troisième driver humain pour lequel le digital peut fortement contribuer à améliorer les choses, la personnalisation et la proactivité. Et donc tout ça, c'est issu de pas mal d'années sur lesquelles on a agi à travers différents secteurs. C'est une synthèse de tout ce qu'on a trouvé comme driver humain sur lequel le digital peut agir fortement, contribuer à améliorer l'expérience client de manière globale. Personnalisation, proactivité, reconnaissance client, qui va générer de la confiance client. Une étude récente a démontré qu'on était rentré dans une ère de la confiance client et que parmi ces drivers, il y avait notamment la transparence et la proactivité. Dans un monde qui est devenu, pour précision, de plus en plus incertain, notamment avec une inflation qui grimpe. Qu'est-ce qu'on trouve comme leviers digitaux derrière tout ça? La personnalisation de conseils, la personnalisation de recommandations, la personnalisation de nouveautés en fonction des profils clients. On trouve des profils clients qui vont être mieux renseignés, mieux informés, avec mes contacts préférés. Est-ce que je préfère être contacté par WhatsApp, par téléphone, par le web, etc. Mes créneaux de disponibilité, quand est-ce que je préfère être disponible? On a tous vécu ça, les livreurs qui viennent livrer au moment où vous n'êtes pas là. Quand est-ce que je suis disponible pour des rendez-vous, etc., etc. On a évidemment les applications mobiles qui permettent aujourd'hui une personnalisation à 100%. Pour référence, toutes les applis mobiles permettent de personnaliser complètement mon univers. La réalité virtuelle est augmentée et mixte. Dans l'immobilier, j'ai la possibilité de visiter les appartements en mode virtuel. J'ai la possibilité de visualiser ma cuisine, etc., etc. J'ai aussi de la personnalisation et des applications tablettes qui me permettent notamment d'avoir des conseillers in-store qui vont me personnaliser soit mon univers, soit avoir des renseignements, notamment sur les cosmétiques, on arrive à la cosmétique, avoir des renseignements sur mes préférences ou mes achats précédents sur mes cosmétiques, qui va permettre de personnaliser le discours des conseillers, des beauty thérapistes, je crois que ça s'appelle, notamment dans la beauté. Je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais un petit peu rapidement pour arriver à des illustrations. Je suis sûr que vous avez aussi plein d'exemples. Si vous voyez d'autres exemples de personnalisation et de proactivité dans le digital, n'hésitez pas. Alors, on a travaillé dans le domaine du bricolage, mais il est un peu trop tôt pour en parler, parce que c'est confidentiel. Alors, on a pris un des concurrents qui nous a pas mal inspiré en termes de benchmarking, mais qui fait aussi pas mal de choses, Hilti. Personnalisation de services, pensée à partir des usages. Alors, il faut voir que Hilti intervient sur des outils, mais Hilti est assez en avance sur la compréhension des usages de leurs clients. C'est comment ils sont vraiment tournés dans cette optique-là, comment je peux faciliter la vie de mes clients. Et vous voyez ici une réponse qui est de digitaliser la gestion du matériel et des consoles. Donc, je peux, grâce à leur service, localiser mes outils sur un chantier. Vous savez que vous avez des chantiers qui sont parfois très importants, avec des dizaines d'ouvriers qui interviennent sur les bâtiments, et un problème de localisation de où sont les outils, quelle est la productivité de ces outils, comment sont-ils utilisés, est-ce que je dois me réalimenter en termes de cartouches
de ceci, de gaz, de ceci, de ça. Donc tout ça, aujourd'hui, est numérisé en fait par IT et permet de suivre pour les chefs de chantier ou les dirigeants de suivre en fait tout ça. Ils ont bien compris aussi qu'il y a une problématique de temps d'arrêt, limiter les temps d'arrêt liés à l'administratif. Les clients ont autre chose à faire que de gérer des factures, etc. Donc, ils ont un système qui permet de faciliter la gestion administrative et notamment la gestion de factures unifiée. Donc, vous voyez que ça peut aller assez loin sur l'aide au back-office. Donc, un bon exemple sur cet aspect de simplicité. La Poste, alors nous avons ici un bon exemple de proactivité. La Poste envoie des mails pour vous dire comment rompre avec leur service de résiliation, avec une résiliation de forfait mobile. On va dire quel est l'intérêt. Les marketeurs vont avoir les cheveux qui s'hérissent sur la tête. Quel est l'intérêt de dire comment je peux résilier mon service? Et bien tout simplement, c'est que vous créez une relation unique de confiance client. Et la confiance client, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle reste engrammée dans votre cerveau émotionnel. C'est quand vous créez en fait une relation à ce niveau-là de dire je suis capable de vous dire comment mieux rompre avec moi, vous allez probablement en fait avoir un client qui va vous recommander. Je laisse 3 petits points derrière l'objectif de recommandation client, un des enjeux du digital. 4e driver, l'autonomie et la maîtrise est un driver fort sur lequel le digital peut nous aider. Très fort. On trouve ça dans pas mal de secteurs. Ce besoin d'autonomie, ce besoin de maîtrise, ce besoin de contrôler, et notamment aujourd'hui le contrôle de mes dépenses, le contrôle de l'information, de mes données, etc. On trouve derrière tout ça la flexibilité des offres, le fait de pouvoir changer d'offre, le self-care et les tutos vidéo qui deviennent des sujets d'actualité très forts. Les FAQ dynamiques et contextuelles, c'est qui évoluent au fur et à mesure de l'écran et non pas un endroit caché dans le site web. Le choix du contact et du sans contact, le choix d'orientation vers un distributeur, alors qui est dans pas mal de secteurs qu'on retrouve là. Je ne peux pas développer, mais il y a des vrais sujets stratégiques qui, dans les ventes indirectes, vous permettent d'orienter vers tel ou tel distributeur, notamment sur les problématiques de disponibilité de produits. On trouve ça dans pas mal de secteurs, le bricolage, etc., qui permettent d'inverser des logiques de distribution si vous êtes capable d'orienter sur tel ou tel distributeur. Je laisse ce sujet, ceux qui sont sur ces problématiques-là, pour comprendre à demi-mot. Revolut vous propose, après donc analyse de données, de vos comptes bancaires, donc vous êtes seul à accéder à votre compte bancaire, mais permettre d'analyser quels sont vos abonnements que vous avez en cours. Donc vous avez ici un abonnement Dropbox, Amazon, Prime, etc., etc. Vous faites la synthèse de tout ça et vous permet de traquer tous les abonnements auxquels vous avez moyennement souscrit ou sur lesquels vous êtes en opt-in. La promesse, ne soyez plus jamais facturé sur une période d'essai. Vous voyez bien que là, vous avez, grâce à l'IA, plus de simplicité et surtout plus de contrôle autorisé grâce au digital. Donc, chapeau à cette fonctionnalité de Revolut néobanque. On revient sur Ulti, toujours pour faire parallèle à un secteur qu'on connaît bien, la flexibilité de livraison. Alors, la flexibilité de livraison agit à différents niveaux. Elle n'est pas simplement sur l'achat, elle est sur un gros enjeu du secteur, la réparation des outils, sur lequel vous avez un enjeu de rapidité, d'exécution sur les chantiers. Ça, vous pouvez bloquer les chantiers si vous n'agissez pas assez rapidement sur la réparation de vos outils. Vous voyez la performance en fait des outils, une digitalisation en fait extrêmement poussée, avec 4 possibilités de livraison. Donc jusqu'à des modèles de livraison où je récupère quand je veux sur un point relais. Cinquième driver clé, donc Insight, sur lequel on peut pouvoir agir là aussi de manière transversale et non pas ponctuelle. L'idée, c'est de transversaliser la qualité des interactions et pas d'agir par poche, surtout
éviter ça, hein, c'est le fait d'agir en patch en disant je vais mettre une fonctionnalité là et puis je vais mettre du WhatsApp là. C'est pas comme ça. C'est regarder bien ces fonctionnalités de manière extrêmement transversale. Vous allez avoir un levier qui va être beaucoup plus puissant. Le dernier driver, qui n'est pas des moindres, la qualité d'interaction et le temps réel. Qualité d'interaction en temps réel, la recommandation qui débouche en fait sur la recommandation évidemment en temps réel et la sociabilisation via des réseaux sociaux. Tout ça sont des drivers humains qui sont à touche-touche. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ça en exemple de levier digital? Ce sont des exemples, hein, évidemment, on n'a pas tout cité. Des modules de mise en relation en temps réel, visio, web callback, etc., etc. Des forums et des partages via de la communauté client. Et c'est valable aussi en B2B. Hein. Je précise qu'on n'intervient pas aussi en B2B, qu'on a aussi ces communautés clients notamment dans la santé ou autre. Et il y a de très très fortes demandes d'être mises en relation avec des pairs. Disponibilité produit et temps réel qui est une vraie problématique dans pas mal de secteurs avec des crises aujourd'hui de disponibilité dans pas mal de secteurs et cette quête de savoir où sont disponibles les produits avec des ruptures notamment de pièces détachées, etc. etc. On a la démo online avec du live shopping qui est monté très fortement cette dernière année avec des démos produits en live. On a du suivi des actions clients en temps réel. Je vais vous mentionner en fait un exemple très rapidement, juste après. Et des liens avec des réseaux sociaux ou des recommandations clients. C'est dans le parcours client de bien penser que vous pouvez faciliter, accélérer la recommandation client en ayant des liens bien placés vers la recommandation client de manière intelligente. N'hésitez pas sur les questions. Alors, je regarde un petit peu si on a des questions. Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas. On a, à titre d'exemple, Bellman, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait un petit peu la révolution dans les syndics. Pour ceux qui sont propriétaires de logements, de parking, de quoi d'autre, beaucoup souffrent, quels que soient les syndics, d'un manque de réactivité. Je ne parle pas de proactivité. Bellman a inventé un vrai concept qui est le syndic digital avec relation client en temps réel. Je peux vous dire qu'ils ont un bel avenir devant eux. Suivez le traitement de vos urgences en temps réel. Combien de travaux, de changements, de ceci, de cela ne sont pas suivis en temps réel. Et donc, la promesse, c'est de suivre toutes les actions qu'ils font en temps réel et de mettre au courant toute la copropriété. Je ne fais pas de pub pour Bellman, mais c'est juste un insight, c'est un exemple. Husqvarna, pour revenir sur eux, je vous montre des exemples sur lesquels je peux vous montrer les choses. On a activé le showrooming de produits via des ambassadeurs. N'oubliez pas la sociabilisation et le fait qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur que vos propres clients. Donc là, ici, on fait découvrir un robot tondeuse chez les clients d'Husqvarna avec des ambassadeurs sur lesquels il y a des rendez-vous qui peuvent être fixés et qui vont vous montrer, qui vont faire une joie de vous montrer à quel point leur robot est efficace en fait sur leur belle pelouse. Donc il y a aussi une possibilité de mise en échange ou de mise en relation avec des ambassadeurs, avec tout un process pour devenir ambassadeur Husqvarna, avec évidemment de petits cadeaux ou avantages à la clé sur le fait de devenir ambassadeur. Voilà, j'imagine que vous avez aussi plein d'exemples de votre côté. Si vous en avez, si vous avez des référentiels, n'hésitez pas. Alors, une petite question, je vais vous faire interagir quand même. J'ai une petite frustration, c'est quand même de ne pas interagir en live. C'est parmi les 5 leviers de digitalisation, attention à la question, soyez attentifs. Quel est celui, non pas celui qui est le plus sur lequel vous avez agi, mais c'est celui sur lequel que vous allez le moins prioriser
que vous voyez le moins priorisé dans votre entreprise. Je rappelle, question A pour un champion, celui que vous allez le moins prioriser. L'attractivité et la fiabilité de l'information des contenus de l'offre. L'ultra simplicité ou la facilité. La personnalisation des offres. L'autonomie et le contrôle. La personnalisation et la proactivité. L'autonomie, la maîtrise, le contrôle. Ou bien l'interaction, le temps réel et la sociabilisation et les ambassadeurs. Celui que vous avez le moins priorisé. J'attends vos réponses. Donc, le module de chat sur votre droite, les 3 petits points, quel est sur lequel vous avez moins agi. Marina, interaction en temps réel. Interaction en temps réel, les ambassadeurs. Ah ben, vous êtes, ça vaut pour un petit sondage. Interaction. Alors, ceux qui n'ont pas répondu, vous pouvez répondre. Vous pouvez mettre votre secteur juste derrière. Ça permet d'éclairer en fait sur les secteurs. Apparemment, il y a une chose sur laquelle vous avez le moins interagi, moins favorisé aujourd'hui. Ça commençait, Elodie, par l'attractivité, j'imagine. Crédit Conso pour Marina. Crédit Conso, oui, c'est un beau secteur. C'est là comment on intervient. Ah oui, j'ai vu que d'ailleurs vous avez des... Peut-être, je vois. Quelle est votre marque derrière? L'autonomie. Gaël, c'était l'interaction pour les équipements automobiles. Elodie, c'était l'attractivité pour secteur techno, l'ultra simplicité, la facilité. Alors, suivant, elle a l'air très très facile. En fait, l'attractivité et la simplicité, on l'a mis dans 2 cases différentes. L'ultra simplicité, ça a l'air toujours très simple, de faire simple, et en fait, on s'aperçoit que c'est pas simple du tout. On est sur des secteurs où un des principaux drivers, c'est quand même de rendre beaucoup plus simple, ne serait-ce que d'expliquer ce que je fais, d'expliquer mon offre. Le 4, l'autonomie, la maîtrise et le contrôle, qui est un vrai sujet aussi, qui est un vrai sujet. Vous pouvez continuer à répondre, comme ça on partage. Et une petite interaction sur ce sujet-là. Alors, là, est-ce que... Je suis désolé, parce qu'il y a 2 manières de faire passer des slides. Le deuxième ne marche pas et je n'ose pas rafraîchir ma page. Nous allons aborder la deuxième partie, qui est quelle méthode, quelles étapes pour réussir à bien digitaliser. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail puisque je vais laisser un petit peu de temps à la fin, puisqu'il nous reste à peine 10 minutes, sur les 5 étapes de digitalisation des parcours. Ce qui est très important de comprendre au-delà du détail, c'est les 5 grandes étapes, les grandes étapes par lesquelles on passe pour réussir à digitaliser en fait à bon escient. Avec une étape sur laquelle il y a, qui est souvent ratée, et je vais revenir là-dessus, c'est la 4e sur laquelle en fait il y a une petite flèche. La première étape, c'est de cadrer évidemment et d'engager les équipes. Vous ne pouvez pas prétendre entrer dans une phase de digitalisation si à un moment vous n'avez pas cadré votre sujet, quels sont les objectifs, quelles sont vos ambitions. Notamment, vous avez vu qu'il y a potentiellement des questions sur le recentrage client, modèle économique derrière, ou productivité, qui est le 3e modèle. Les parcours que vous voulez adresser, parce que si vous voulez adresser l'ensemble de votre société, ça peut être assez complexe. Vous pouvez avoir isolé certains parcours pour servir de rôle modèle. Et puis, l'engagement des acteurs, qui va être clé. La 2e étape, c'est l'étape de bonne compréhension des usages clients actuels. Là aussi, on a vu des grands exemples, notamment dans le public, où il y avait un ratage complet de la compréhension de qui étaient mes clients, mes clients, qu'on appelle ça, en fait, mes usagers en fait, dans le public. Cette phase-là est indispensable si vous voulez prétendre en fait, à une bonne digitalisation. Donc, il y a du benchmarking, il y a de l'écoute client active. Dans tous nos webinaires, on revient là-dessus, que ce soit sur la cartographie ou les personas. On passe par une phase d'écoute client active et l'analyse et la compréhension client. On est, nous, très férus de persona.
à cette étape-là qui nous permettent de personnaliser beaucoup plus. L'étape de cartographie et de synthèse va être clé, troisième étape. On va utiliser les méthodes, alors pour les service designers qui sont là, d'expérience mapping, de cartographie de l'expérience, et on va définir quels sont nos challenges. Il est très important ici de prioriser quels sont les challenges que l'on veut adresser. Il y a une étape de priorisation, on ne peut pas tout adresser et tout régler, sinon il passait des années. Donc il y a une question en fait de priorisation, notamment le design thinking, les méthodes de priorisation visuelle, en fait, nous aident pas mal. Là où il y a des grosses lacunes, c'est que en cette quatrième étape, ce qu'on voit souvent, c'est des méthodologies qui consistent à dire on va opter pour des fonctionnalités digitales. Et on part dans de la signature électronique, de la dématérialisation de documents, etc. Attention, alors vous pouvez, si vous êtes très en retard, évidemment, c'est une méthode en fait assez rapide. Si vous identifiez que vous êtes en retard sur des fonctionnalités, très bien. Si vous êtes très centré client, il y a peut-être en fait autre chose à faire, qui est d'initier des ateliers de co-design de solutions, c'est-à-dire de considérer par exemple que les problématiques de onboarding, ce n'est pas juste des fonctionnalités, c'est vraiment de repenser des solutions, et c'est là que, évidemment, utiliser des méthodes un peu plus ouvertes, très transversales, très collaboratives pour identifier quelle est la bonne solution, qui ne sont pas forcément des solutions sur étagère, et trouver évidemment une continuité de bout en bout à travers les parcours qui va permettre de travailler sur la simplicité, sur la proactivité, sur etc., de manière totalement transversale, de telle manière à assurer en fait une cohérence globale. On va travailler sur l'évaluation de ces solutions et la priorisation. Une fois qu'on a mis tout sur la table, on va prioriser et évaluer en fait quelles sont les solutions prioritaires. Et c'est en dernier ressort, dans cette étape-là, que l'on va co-construire les futurs parcours. C'est une fois qu'on a priorisé que l'on va co-construire les futurs parcours. On n'attaque pas directement en construisant, on fait des solutions, on identifie quelles sont les bonnes solutions, on se met d'accord sur quelles sont les bonnes solutions, les priorisant, pour arriver à des futurs parcours. La dernière étape consiste en fait à identifier quelle est la roadmap des chantiers, à structurer en fait ces chantiers, notamment le timing, à identifier, à les qualifier ces chantiers, et ensuite à les orchestrer, à voir quelle est la meilleure méthode pour orchestrer ces chantiers, avec évidemment derrière un passage qui va se faire tout en fluidité avec tout ce qui est PMO. Et on va faire du test and learn pour les plus aguerris. Voilà, 5 étapes. N'oubliez pas, la quatrième étape est la plus importante, c'est mode ouvert de co-construction de solutions, qui n'est pas forcément de prendre des choses sur les étagères ou de faire des copier-coller de ce que fait la concurrence, et donc qui est un modèle beaucoup plus puissant. J'espère que c'est clair. Alors, une petite question que l'on avait soulevée dans nos mails et dans nos questionnements sur le webinaire. Pourquoi et comment utiliser le design thinking? Pour faire simple, on ne peut pas vous dire tout sur les méthodes en fait, d'utilisation, ce qu'on utilise en fait comme méthode, mais il y a 5 sujets clés sur lesquels on va être fortement aidé par des méthodes de design thinking. Capturer les insights clients et les prioriser. La pensée design nous aide pas mal à aller un peu plus loin, notamment via des personas, notamment via la qualification des problèmes par persona, va nous aider pas mal à capturer et à qualifier en fait, ces insights. Les méthodes de mapping de parcours, également, il y en a des différentes, il n'y a pas que le Customer Journey, et les méthodes de design de parcours futur, la pensée design nous aide pas mal là-dessus. Évidemment, le mode collaboratif et transversal, tout ce qui est méthode collaborative, le design est assez en avance sur ces sujets-là. Les méthodes de sprint et de créativité collective, vous en voyez une ici, à partir d'insights, on va commencer à qualifier des solutions pour les faire fructifier, les cross-fertiliser. Et puis, dernière chose, la priorisation collective, on est
réussi à avoir ici une agilité, y compris en distanciel, qui est époustouflante. C'est-à-dire que ces derniers mois, on travaille pas mal en distanciel. On a pas mal de clients qui sont pas nécessairement sur la région parisienne, qui sont parfois même très 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 loin, à 4 ou 5 heures de train. Et on fait pas mal de choses en distanciel, et notamment ces ateliers de dizaines de solutions, de digitalisation, de projection sur les parcours futurs se fait en distanciel. Et ça, on réussit à faire de la priorisation avec 10, 15 personnes dans les salles, grâce notamment à ces méthodologies. Voilà. Bon, nous arrivons au terme de ce webinaire. Est-ce que vous avez des jolies questions? Je suis là pour répondre à vos questions. Je rappelle donc le webinaire sera, alors pas téléchargeable immédiatement, je suis désolé, mais on va vous envoyer un mail a posteriori avec le support. Et pour ceux qui nous regardent en fait en replay, il sera activable. Et dans tous les cas, nous pouvons vous l'envoyer en fait à l'adresse mail hello@differentfactory.com. Ne soyez pas timide, je suis sûr que vous avez des questions. Il n'y a pas de questions absurdes, il n'y a pas de petites questions. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres approches de digitalisation, j'en serais ravi de partager. Il peut y avoir des débats sur notamment qui doit driver, on a souvent cette question, qui doit driver la digitalisation en fait, des parcours. Est-ce que c'est plutôt du côté du marketing, de la relation client, du digital, de la DSI? N'hésitez pas. Une petite question? Allez, une petite. N'hésitez pas, c'est le moment où j'appelle. Hein. Vous avez une question à poser. Alors, comment digitaliser l'onboarding? Formation client, tout en gardant un lien avec son client, lui permettre de poser ses questions, de contacter quelqu'un. Alors là, c'est une question extrêmement précise. Je vais pouvoir répondre en fait à ça, parce que là, vous me demandez en fait quasiment une solution. C'est une bonne question. Alors, on pourra pas, il n'y a pas de réponse sur étagère à l'onboarding. On a abordé des problématiques d'onboarding un petit peu complexes. Le principal problème de l'onboarding, si on veut être simple sur cette question-là, c'est que souvent, la responsabilité est partagée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une personne, alors on peut avoir des personnes qui sont en charge, mais que la réalité de la responsabilité, elle peut être au marketing, au digital, aux opérations, etc., etc. On a vu des entreprises de services numériques en fait, de grosse taille sur ces sujets-là, et qu'il y a souvent un chef de projet, un PMO en fait là-dessus, et que la réalité, c'est que la responsabilité est partagée. Souvent, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément de prise en considération de la réalité client. Voilà, c'est qu'on veut absolument fluidifier via des processus ou des batchs ou comment on s'appelle ça, des fiches projets qui vont permettre de faire de la qualité continue et de régler le problème de manière continue. C'est je règle cette problématique-là, j'ai une V1, j'ai une V2, je règle ce problème-là, etc. Une des solutions, peut-être, de reconsidérer l'ensemble du problème et de se dire, et si jamais on devait refaire l'onboarding demain, qu'est-ce qu'on ferait? Et non pas d'essayer d'optimiser de manière continue, et c'est dire, en fait, si on reprend le problème en fait, à partir du départ, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc, il peut y avoir en fait une gestion parallèle. Je continue à optimiser l'existant, mais si je recommence de zéro, peut-être que je devrais considérer mon processus en front office et en back office de manière différente. Et on a vu qu'en faisant cette deuxième option, il y avait une autre manière de considérer en fait l'onboarding et des problématiques clients qu'on pouvait reconsidérer. Je prétends pas en fait avoir la bonne réponse. Ah bon, écoutez, très bon conseil. En tout cas, c'est ce on est arrivé en fait à considérer. C'est continuer à optimiser l'existant sur l'onboarding et reconsidérer en repartant des clients
parce qu'il y a des blocages clients qui étaient même sur les écrans présents, qui n'étaient pas remis en cause, ou des manières de faire qui n'étaient pas remises en cause, parce qu'on avait toujours fait comme ça. Et on a toujours fait comme ça. Le meilleur conseil, évitez de considérer comme acquis tout ce que vous avez. On a toujours fait comme ça. Et vous allez voir que le monde s'ouvre sur un nouveau monde. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que tout ça a été de bons conseils. Je vous donne rendez-vous dans un mois sur un autre sujet qui est la digitalisation, non pas la digitalisation, pardon, c'était aujourd'hui, qui est sur les parcours, le design de parcours futur. Design de parcours futur, qui sera le 12 octobre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire le 12 octobre. Design de futur parcours, comment co-construire. C'est toujours difficile de trouver les bons titres, mais on va parler du design des parcours à venir. On parle toujours de cartographie, mais qu'est-ce qu'on fait après? Le sujet est souvent moins abordé, et c'est de ça dont on va parler le 12 octobre. Je vous donne rendez-vous donc au 12 octobre. Voilà, et en attendant, pensez l'humain, partez à partir de l'humain pour digitaliser vos parcours. Il y a plein de choses à faire en digital, en pensant à comment vous pouvez le simplifier, la vie de vos clients, être plus proactif, automatiser toujours à bon escient, en pensant à cette fameuse simplicité, fluidité et qualité d'interaction client. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très vite, 12 octobre, 9h30. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir à vous. À bientôt, Marina. À bientôt.